À l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, pour exposer les potentialités de la pomme de terre, une fête est organisée à Doumanaba, la première zone de production de la tubercule, sise en région de Sikasso. Moussokoro Sereme nous en dira plus. Clap de fin de la 8e édition du festival culturel Ogobanya où l'écuelle du chef, la mobilisation a été totale au grand bonheur des organisateurs. Cheikh Oumar Sangaré nous fera le point. Hors du Mali, le pape François entame demain une visite sur le continent qui le conduira en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Et puis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est au Proche-Orient pour faire baisser la tension entre Israël et la Palestine. Dans notre dossier de ce lundi, le chip. Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Attendez, vous allez comprendre tout de suite. Voilà le chip, c'est le Suruntuli en Bamanankan. Un petit bruit, mais souvent avec des conséquences, lesquelles la réponse ce sera avec Brahma Traoré. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Il nous parlera du Shan, de taekwondo en mode humanitaire et de handball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 30 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. En troisième région, 17 000 tonnes de pommes de terre, c'est la production attendue par la commune rurale de Doumanaba au titre de la campagne 2022-2023 contre 16 200 tonnes la campagne précédente. Une production qui devra permettre à la localité de générer un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 148 millions de francs CFA. Un apport capital à l'économie locale reconnu à l'occasion de la fête de la pomme de terre célébrée à Doumanaba, à 60 km de Sikasso, par le projet Malikoura Kene de la coordination régionale du M5 RFP de Sikasso. Un espace qui permet aux 507 producteurs de la localité d'exposer au grand public les potentialités de la filière pomme de terre et d'inciter les décideurs à investir dans la filière pour garantir la souveraineté alimentaire. De Sikasso, Msokoro Serebe. Dans la région de Sikasso, en plus du coton, la culture de la pomme de terre constitue une activité centrale des producteurs agricoles. Et la commune rurale de Doumanaba, qui abrite cette première édition de la fête de la pomme de terre, est considérée comme la capitale du tubercule dans l'arrondissement de Kignan, avec plus de 500 producteurs. La production attendue dans la localité pour cette campagne 2022-2023 est estimée à 17 000 tonnes sur une superficie emblavée de plus de 720 hectares. Adama Bakayoko, maire de la commune rurale de Doumanaba. Dans la région, Doumanaba occupe 60 810 hectares. Donc, en termes de potentialité et de bas-fonds, donc qui peuvent être aménagés et permettre à la population de faire face à cette culture et à d'autres denrées donc pour l'autosuffisance alimentaire. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pomme de terre du Mali. Le cercle de Sikasso, pour près de 300 villages qui produisent 300 000 tonnes, l'activité est rentable et génère un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 147 millions 500 000 francs CFA pour Doumanaba. Doumanaba, avec son potentiel, doit servir de référence pour la promotion de la filière pomme de terre au Mali. Une participation à l'économie locale non négligeable, mais freinée par des difficultés comme l'absence d'infrastructures de conservation et l'épineuse question d'écoulement et de subvention des engrais. De véritables contraintes à la production et au développement de la filière qui donnent un sens à l'initiative. Abdoulaye Mohomoudou, coordinateur régional du M5 RFP à Sikasso. Il faut vraiment que nos autorités, les décideurs, les investisseurs puissent connaître le potentiel de Doumanaba d'abord. Ensuite, ils peuvent voir comment est-ce solutionner tout ceci. Patrice Dakouo, sous-préfet de l'arrondissement de Kignan. La filière est en plein essor grâce aux efforts des plus hautes autorités, notamment en rendant accessibles les intrants et surtout en apportant appui conseil aux producteurs. Cette première édition de la fête de la pomme de terre est parrainée par le ministère du Développement rural. L'événement, placé sous le signe production de la pomme de terre et moyen de souveraineté alimentaire, a été marqué par la visite du champ de 7 hectares de Salia Doumbia, premier producteur de pommes de terre du cercle de Sikasso. Sikasso, Moussokora Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM.
Retour à Bamako. Hier, les rideaux sont tombés sur les activités de la 8e édition du festival culturel Ogobanya, où lequel du chef à la place du cinquantenaire. Toutes les activités programmées ont été tenues et la mobilisation a été totale. La communauté Kel Tamashek, invitée d'honneur de cette 8e édition, a fait une participation plus que honorable et Gina Dogon se dit satisfait d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Le film de la cérémonie de clôture, c'est avec Cheikh Oumar Sangari. La 8e édition du festival Ogobanya a comblé les attentes tant dans la forme que dans le fond. L'essence de nos fondamentaux était là et les festivaliers ont simplement prouvé que l'art du vivre ensemble est malien. Et c'est là que chacun trouve la satisfaction. Ibrahim Agnok, représentant de la communauté Kel Tamashek. Le festival Ogobanya nous a rendus fiers d'appartenir à cette grande nation, le Mali. Nous avons côtoyé toutes les autres communautés culturelles dans un esprit de convivialité et de fraternité. À toutes ces communautés, la communauté Kel Tamashek exprime sa reconnaissance et son attachement dans le cadre de cette fraternité expressive qui est une force inestimable pour notre nation. Rien, absolument rien, ne peut nous diviser. Rien ne peut détruire cette construction sociale et intercommunautaire. L'instant est sincère et les artisans touaregs en ont profité pour offrir un cadeau à la communauté Dogon, un tableau contenant plusieurs symboles qui expriment le Mali pluriel. La commission d'organisation a décerné plusieurs prix, à savoir le prix Seydou Nantoumé aux 3 meilleurs stands, le prix Mamadou Togo aux 3 meilleurs lutteurs traditionnels des différentes catégories, le prix Professeur Ogobara Dumbo aux 2 meilleurs conférenciers et le prix Ogobanya à des personnalités nationales et internationales. Amassagou Dounion, président de la commission d'organisation du festival culturel Ogobanya. Il y avait tellement de monde. C'était au-delà réellement de toutes nos prévisions. Les artisans sont très satisfaits. Les ventes ont été, d'après eux-mêmes, au-delà de leurs attentes. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, représentant son homologue en charge de la culture. Le festival culturel Ogobanya est devenu au fil des ans un grand rendez-vous de la culture Dogon, un espace de rayonnement de l'identité nationale Dogon, un cadre de promotion de la diversité culturelle malienne dans toute sa splendeur, un espace de raffermissement de la cohésion sociale en lui donnant la beauté d'un tapis avec ses multiples couleurs. Merci pour votre contribution majeure au rayonnement des valeurs qu'incarnent les Maliennes et les Maliens. L'image du jour, c'est le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Ag Atayer, un Kel Tamashek habillé en Dogon, et son homologue en charge de la justice, Mamadou Kassougué, un Dogon habillé en Kel Tamashek. Comprenez alors le message que le gouvernement de la transition vous passe ici. 13h08, actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, un incendie a ravagé hier le marché des Sankariare, l'un des plus importants de Ouagadougou, la capitale. L'origine de l'incendie n'est pas connue, mais selon des témoins, de fortes explosions ont précédé les flammes. Après plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes avec l'aide des marchands. Aucune victime a déploré selon un communiqué du gouvernement de transition, mais des centaines de boutiques sont parties en fumée. Au Bénin, 20 personnes ont perdu la vie hier, 22 autres blessés dans une collision entre un autocar et un camion dans la ville de Dassa au centre du pays. Le choc a provoqué un incendie dans lequel ont péri les victimes. C'est l'un des accidents les plus meurtriers survenus sur la route béninoise ces 10 dernières années. Le pape François entame cette semaine un voyage en Afrique. Il se rend demain en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud vendredi. Son arrivée à Kinshasa est très attendue à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre 2023, car l'Église catholique est très impliquée dans les droits sociaux et politiques, une longue tradition qui reste ancrée au sein de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Lors de son voyage, qui était prévu en juin 2022, le pape François devait se rendre à Goma, au nord Kivu, où le mouvement du M23 multiplie ses offensives. Pour des raisons de sécurité, cette étape a été supprimée. Le grand moment de cette visite papale sera la messe à l'aéroport de Ndolo, totalement réaménagé, où plus d'1 million de personnes seront attendues.
Toujours en République démocratique du Congo, au moins 15 personnes ont été tuées hier dans des raids contre plusieurs localités du territoire d'Irumu à la frontière avec l'Ouganda. Ces nouvelles attaques sont attribuées aux forces démocratiques alliées ADF, l'un des groupes armés de la région. Selon la société civile, des hommes armés ont ciblé tôt le matin 3 villages simultanément avant d'être repoussés par l'armée congolaise. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en provenance du Caire, entame ce lundi une visite en Israël et en Palestine pour tenter d'apaiser les tensions dans la région. Un déplacement prévu de longue date, mais qui intervient en pleine dégradation de la situation sécuritaire entre les deux pays. Anthony Blinken va rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour les inciter à prendre des mesures urgentes en vue d'une désescalade. Autre visite, le chancelier allemand Olaf Scholz poursuit sa visite de 3 jours en Amérique du Sud. Il est attendu aujourd'hui au Brésil après l'étape du Chili et de l'Argentine. La recherche de nouveaux contrats pour les terres rares et le lithium est au centre de cette visite. Olaf Scholz sera le premier dirigeant européen à rencontrer le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva depuis son élection en octobre dernier. Retour au plan national pour parler de notre dossier de tous les lundis. C'est une pratique bien connue au Mali et qui exprime la désapprobation ou la colère. Il s'agit du chip, surunchi ou suruntuli en bamanankan. C'est un petit bruit de succion des lèvres contre les dents pour marquer le mépris. Un phénomène de société très présent aujourd'hui dans nos relations et qui n'est pas sans conséquences. Le grand format du lundi s'intéresse au sujet. Il est signé Brahma Traoré. À l'entendre, on est nombreux à vite comprendre l'état d'âme de celui qui les produit. En Bamanankan, on l'appelle Surunchi ou Suruntuli. Sous d'autres cieux, il est plus connu sous le vocable Chipé ou les Chip. Le Surunchi, Awa Gadaga en a fait son arme principale pour exprimer sa colère ou dénoncer une situation. Quand je suis énervé, il faut que je chip. Une façon pour moi de passer ce moment de colère. Le chip est devenu un vrai phénomène de société. Ce petit bruit que produit la bouche connaît des adeptes de tous les âges et de différents niveaux sociaux, comme Astan Traoré qui chip, mais pas de façon régulière. J'ai l'habitude de le faire, mais je ne le fais pas fréquemment. Et je le fais occasionnellement. Comment je le fais? Souvent quand je m'énerve, et je le fais. Et souvent aussi, il y a des attitudes quand quelqu'un prend ces attitudes-là envers toi, et tu es obligé de le faire pour que la personne puisse raisonner et savoir ce qu'il est en train de faire, que ce n'est pas bon. Si quelqu'un me fait, je me sens très mal. Ce sont des signes d'avertissement. Cette pratique courante dans la société malienne n'est pas qu'au féminin. Il y a des hommes qui font du chip leur arme d'expression de la colère, comme Fodé Dramé et Moustapha Diteya. Je chip en réaction aux propos dénigrants et irrespectueux. C'est vrai, souvent je ne réponds pas au chip quand j'ai tort. En toute honnêteté, j'avais l'habitude de le faire. Très généralement, c'est quand il y a un coup de colère que je le fais. Ça me fait mal à tel point que ça m'agace. Je me rends compte que quand on me le fait, ça me fait extrêmement mal, ça me range le cœur, ça me met hors de moi-même. De plus en plus, je suis en train de me faire pression sur moi-même pour ne plus le faire à d'autres personnes. En revanche, certaines personnes piquent une colère rouge quand elles sont chipées, car ici, la pratique est perçue comme une insulte. Parmi les anti-chips, Ferdinand Sissoko et Ladi Diarra. Ça me fait mal parce que c'est comme on dit en Bamanankan, ça a un caractère dénigrant de la personne. En tout cas, si j'avais la possibilité, du moment que je m'en garde de le faire à une personne, en retour, je ne voudrais pas qu'on me le fasse. Quand quelqu'un me fait le chip, ça me fait très mal. Je n'accepte pas du tout cette pratique. C'est vrai, on chip pour exprimer des sentiments, mais il ne suffit pas de tendre l'oreille pour comprendre la signification de tel ou tel chip. Il faut aussi observer les mouvements de la bouche. Cyril Lamini Bagayoko est sociologue. Suruntuli ou Suruntili, c'est une onomatopée de la langue bamanankan. Vous savez, en général, une onomatopée est un mot formé par un son. C'est pourquoi, si ce n'est pas
les contextes dans lesquels cette tournure expressive est utilisée ou exprimée, elle n'a pas de signification de manière générale. Si elle n'a pas de signification de manière générale, elle est quand même produite en faisant un mouvement de scission des lèvres contre les dents. Cette onomatopée est d'ailleurs entrée dans la langue courante au point de devenir un tic pour certains. Le suruntuli ou le surunchili, culturellement, est fait par une personne pour exprimer son dégoût en sifflant entre les dents. Comme en général, on suruntu ou on suruti quelqu'un pour montrer que nous n'avons aucun intérêt, absolument aucun intérêt à ce qu'il dit. Cela conduit au fait que l'intérêt pour la discussion de l'interlocuteur qui est en face, il comprend qu'il est avec quelqu'un avec qui la discussion ne peut même pas continuer parce que la personne n'accorde aucune valeur à ce qu'il dit et il n'y croit absolument pas. Et par conséquent, il ne respecte même pas la personne qui est en face. Ce n'est pas seulement la parole prononcée. Donc, ce qui veut dire que ce qui donne encore du poids au geste ou à l'onomatopée surunchili. Le type semble s'enraciner durablement dans les relations humaines. Si certains ont déjà pris du goût à cette pratique, disons-le, elle n'est pas sans conséquences. Sidi Lamine Bakayoko est sociologue. C'est un facteur qui peut dégrader les relations d'amitié, les relations de discussion, les relations même de communication entre deux personnes. Parce que lorsque ce que vous dites est vraiment dégradé jusqu'à cette onomatopée, le fait de dire vous êtes même la personne qui exprime son propos qui est dégradé de facto. Le surunchi ou le suruntuli a certainement de beaux jours devant lui, car la pratique est devenue aujourd'hui pour de nombreux adeptes un outil indispensable et facile à utiliser pour mieux exprimer un sentiment, et certains savent bien le faire. Il n'est pas adepte de la pratique, mais il sera là dans un instant pour nous parler de toute l'actualité sportive. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce journal Fotigi Toungara. Bonjour. Bonjour Ousmanda, bonjour à tous. On va commencer par le football, notamment le CHAN Algérie 2022. L'affiche de la finale sera connue demain à l'issue des demi-finales. Oui, absolument. Algérie, Niger et Sénégal-Madagascar. Voilà donc les affiches des demi-finales du CHAN Algérie 2022. Des rencontres prévues demain mardi, au terme desquelles les finalistes seront connus. À 16h, les Fennecs d'Algérie affronteront les Ménas du Niger. Juste après, à 19h, les Lions de la Tiranga du Sénégal joueront contre les Barrières de Madagascar. Les vainqueurs de ces deux matchs se disputeront le trophée samedi en finale. Seule certitude pour l'instant, c'est que le tournoi connaîtra cette année un nouveau vainqueur, puisque aucun des anciens vainqueurs du trophée, détenteurs du trophée donc, n'est encore en course. Je rappelle qu'en quart de finale samedi, le Niger a éliminé le Ghana 2-0. Madagascar a écarté le Mozambique 3-1. Auparavant, vendredi, l'Algérie a barré la route à la Côte d'Ivoire 1-0. Le Sénégal a mis fin au parcours de la Mauritanie 1-0 également. Je rappelle que tous ces débuts ont été inscrits sur penalty. On va parler de taekwondo, votre discipline favorite en mode humanitaire, puisque le docteur Richard Barnor, directeur du département du taekwondo mondial pour les réfugiés, boucle aujourd'hui sa visite de 3 jours dans notre pays. Oui, absolument. Le séjour donc du docteur Richard Barnor, responsable en charge du département de l'action humanitaire au niveau de la Fédération mondiale de taekwondo, s'est achevé ce matin dans notre pays. Dans son agenda, il s'est rendu dans les salles de taekwondo des différents camps de réfugiés à Bamako et environ. Objectif, voir comment l'instance mondiale du taekwondo, à travers son volet humanitaire, pourra soutenir les déplacés maliens. Occasion pour lui aussi de constater de visu les efforts consentis par la Fédération malienne de taekwondo pour le plein épanouissement sportif des réfugiés, notamment à Faladje, à Niamana et à Sénou. Il a également profité de cette visite pour rencontrer les autorités sportives du pays, au Comité national olympique et sportif du Mali, à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et à la Fédération malienne de taekwondo, où il a tour à tour été reçu hier. Dr Richard Barnor a eu des échanges fructueux avec les différents responsables de toutes ces structures respectives. La FEMAT, par la voix de son président, espère tout simplement que les retombées de cette visite ne tarderont pas à tomber aux cramponneurs du taekwondo malien en particulier et du sport malien en général. Je vous propose d'écouter Maître Alioune Badra Traoré au micro de notre reporter Arju Matina. L'objectif a été atteint. Il s'agissait de voir exactement ce qui se passait sur le terrain, quel était le travail qui avait été abattu, quelles sont nos attentes et quelles sont les perspectives de développement et de collaboration de cette branche de la Fédération mondiale de taekwondo avec la Fédération malienne de taekwondo. Il s'agit de l'acquisition d'un camp d'entraînement, une base d'entraînement
dédié pour les réfugiés, mais vous comprenez avec moi qu'un camp d'entraînement peut être utilisé par non seulement par exemple l'équipe nationale de taekwondo, d'autres salles de taekwondo, d'autres sports en République du Mali. Donc la vision, c'est de faire l'acquisition d'un camp appuyé par le volet humanitaire de la Fédération mondiale de taekwondo. Et dans le futur, le Mali étant le seul pays de la sous-région à s'être engagé dans cette voie, servir de modèle pour d'autres pays qui éventuellement en auront besoin. Je rappelle que le Mali est double champion du monde. C'est la seule discipline où le Mali a été champion du monde avec Daba Mojibou Keïta, une discipline à encourager Fotigi Tunkara. Absolument, ça, il n'y a rien à dire. On termine avec d'abord le tennis. Novak Djokovic égale Rafael Nadal, désormais 22 titres de Grand Chelem pour le Serbe et devient du coup ce lundi numéro 1 mondial. Mais en attendant, la France n'aura pas de 7e étoile sur son maillot de handball. La faute au Danemark. Absolument. C'est à l'issue donc de l'édition 2023 de la Coupe du monde de handball masculin qui s'est terminée hier en véritable apothéose pour le Danemark. En finale disputée hier à Stockholm en Suède, le Danemark a battu la France par le score de 34-29. Double champion du monde en titre, les Danois conservent ainsi leur titre pour la 3e fois consécutive après les sacres de 2009 et 2021. Les Scandinaves mettent ainsi fin au règne des Français qui visaient une 7e couronne mondiale après les éditions de 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017. Notons que la France et le Danemark s'étaient déjà affrontés une fois en finale de la Coupe du monde de handball. Les Bleus l'avaient alors emporté 37-35 après prolongation. C'était en 2017. L'histoire ne s'est donc pas répétée pour la France. C'est plutôt le Danemark qui aura pris une belle revanche. Alors comme vous le disiez, pour terminer, du tennis, Djokovic donc égale le record du trophée de Nadal. Novak Djokovic a remporté son 10e Open d'Australie et son 22e titre du Grand Chelem après son succès en 3 manches 6-3, 7-6, 7-6 contre Stefanos en finale hier à Melbourne. Le Serbe de 35 ans qui redevient du coup numéro 1 mondial compte désormais le même nombre de trophées, le même nombre de trophées majeurs que Rafael Nadal avec 22 trophées chacun. Les deux géants du tennis mondial devancent désormais Roger Federer de 2 unités. 3 grands monstres de la discipline. Absolument. Roger Federer, Nadal et Novak Djokovic. Ils ont vraiment marqué de leurs empreintes l'histoire du tennis mondial. Comme l'ont fait en football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de notre époque. Absolument. Merci Fotigi Tunkara à 13h passées de 22 minutes à Dramani, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Réalisation, dossier Babadiara. Mise en ligne, c'est Koutraouri. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.